loup-garou. Ceux qui ne croient ni aux revenants ni aux métamorphoses n'ont vu dans les loups-garous que des hommes attaqués d'une frénésie que les anciens désignaient sous le nom de lycanthropie. Je penserais les loups-garous être ce que les Grecs appelaient lycanthropes, qui sont gens si fort troublés d'esprit qu'ils imitent les loups, se levant du lit la nuit et vaguant alentour des cimetières jusques au jour, ayant la face pâle, les yeux hâves, la langue sèche, fort altérés et les jambes incurablement blessées. Les épithètes de Delaporte. Ces hommes qui hurlaient comme des loups et que leur instinct attirait vers les sépulcres durent frapper les masses si disposées à croire au merveilleux, et l'idée que ces pauvres malades étaient des hommes transformés en loups s'établit si bien dans les esprits que les loups-garous sont attestés comme tels par Virgile, Strabon, saint Augustin, saint Jérôme et bien d'autres. Plusieurs de ces malheureux qui avaient avoué leur métamorphose ont été condamnés au feu par les parlements pour avoir dévoré des petites filles et des petits garçons. Et quand l'empereur Sigismund fit débattre la question des loups-garous par de graves théologiens, il fut résolu que la transformation en loup était un fait constant, et que l'opinion contraire était suspecte, malsonnante, et sentant l'hérésie. On comprend après cela que le loup-garou ait laissé des traces dans les souvenirs, et qu'il soit resté encore parmi nous en qualité d'épouvantail, pour désigner cet être imaginaire qui joue un si grand rôle dans les procédés d'éducation des nourrices et des bonnes d'enfants. Quant à la signification du mot garou, elle a été demandée par plusieurs philologues à la langue celtique, et la bonne mère langue n'a pas répondu de manière à mettre tout le monde d'accord. Les uns ont été renvoyés au mot garo, garou, cruel, féroce. D'autres ont cru entendre qu'il fallait recourir à un vieux mot, gour ou our, qui signifie ouïr, homme, et ils ont tiré de là l'homme-loup, l'homme qui prend la forme d'un loup. Il y a d'autres opinions encore qui ont également leur genre de vraisemblance, et il y a enfin celle que Buffon a consignée dans son Histoire naturelle des quadrupèdes. On a vu des loups suivre des armées, arriver en nombre à des champs de bataille où l'on n'avait enterré que négligemment les corps, les découvrir, les dévorer avec une insatiable avidité, et ces mêmes loups, accoutumés à la chair humaine, se jeter ensuite sur les hommes, attaquer le berger plutôt que le troupeau, dévorer des femmes, emporter des enfants, etc. On a appelé ces mauvais loups loups-garous, c'est-à-dire loups dont il faut se garer. Ces animaux avides de chair humaine, qui déterrent les morts, qui dévorent les enfants et les femmes, sont bien faits pour servir de comparaison à ces monstres imaginaires qui ont causé nos terreurs enfantines, et bien que l'étymologie adoptée par Buffon, car il ne l'a pas inventée, soit la plus ingénue, nous ne voyons pas pourquoi l'on ne s'en est pas contenté. On a été chercher les autres si loin, on s'est donné tant de mal pour ne pas s'entendre sur ce pauvre mot, qui en définitive ne représente rien, qu'on ne peut se défendre d'un sentiment de regret en voyant tant d'efforts dépensés en pure perte. Il n'est pas hors de propos, puisque nous sommes avec les monstres, d'enregistrer ici les ogres et les croque-mitaines. L'ogre est celui contre lequel les enfants sont le plus aguerris. Ils l'ont vu de près dans le fameux conte de Perrault. Ils ont applaudi au tour que le petit Pousset lui a joué, et avec lui ils se sentent à peu près maîtres de la place. Si Perrault s'est permis de forger le mot ogresse, ce qui a fait froncer le sourcil à plus d'un grammairien, il n'a pas inventé le masculin ogre. Il nous reste donc à savoir d'où vient ce terrible mot. Les philologues pensent un peu timidement, il est vrai, qu'il pourrait bien descendre par altération du grec agrios, sauvage.
Mais les historiens ne sont pas de cet avis, et voici par quelle déduction ils arrivent à faire sortir l'ogre des invasions des Hongrois en France au Xe siècle. C'est à la suite de ces terribles invasions signalées par le pillage et le meurtre que le souvenir des Hongrois est resté dans les traditions populaires de la France. Ce sont elles qui ont fourni à Perrault le sujet de plusieurs de ses contes de fées, où les faits historiques, altérés par la tradition et l'imagination du fabuliste, ne se présentent plus à nous que dénaturés. Qui reconnaîtrait en effet dans l'ogre du Petit Poucet le Hongrois du Xe siècle? Cependant, le nom d'ogre est bien une altération du nom d'Ouïghour ou d'Ogour. La botte de 7 lieues qui permet à l'ogre de traverser montagnes et rivières, d'aller partout avec tant de rapidité, est bien un souvenir des innombrables et universelles invasions des Hongrois. Cet amour de l'ogre pour la chair fraîche est bien le reste de cette tradition que les Hongrois buvaient le sang de leurs ennemis, que les mères mordaient leurs enfants au visage. Enfin, les yeux gris et ronds de l'ogre, son nez crochu, sa grande bouche armée de longues dents, forment la charge du portrait des Hongrois. Magasin pittoresque, année 1840, page 70e. Ainsi, qu'on s'adresse à la philologie ou à l'histoire, il faudra toujours se résigner à une petite altération. Cela nous encourage à nous poser cette question. S'il est vrai, comme l'ont avancé de savants auteurs, que notre gredin vienne du sanskrit en passant par le celtique greedy, pauvre air qui a faim, n'est-il pas possible que ogre vienne aussi de l'Inde par hungry, qui en anglais signifie affamé? Cette supposition a le mérite, à nos yeux, de laisser subsister entière l'idée de la faim, celle qui, chez l'ogre, doit l'emporter sur toutes les autres. Si nous n'avions pas tenu autant à faire dominer ce côté de la question, nous nous serions peut-être laissés séduire par la monnaie qui nous proposait le latin onager, âne sauvage, ou simplement encore le mot orgue, parce que le plus gros tuyau de l'orgue rend un très gros son. Bien que l'ogre soit un mangeur de chair humaine, notre locution proverbiale « manger comme un ogre » veut dire simplement « manger beaucoup ». Quant à croque-mitaine, il paraît s'expliquer assez bien de lui-même. Des 2 mots dont il se compose, croque-mitaine, le premier est tout à fait significatif. Le second doit être pris pour main, puisque les mitaines servent à cacher les mains. Le croque-mitaine est donc le vilain monsieur qui croque les mains des petits enfants.